notre invité politique ce matin, c'est François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député européen, membre des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir Marcelo Westfred. Bonjour Marcelo. Oriane. Merci beaucoup d'être avec nous, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Merci Marcelo d'être là. On commence évidemment, François-Xavier Bellamy, par Nicolas Sarkozy, qui a donc été reconnu coupable hier en première instance, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Dans l'affaire dite des écoutes, c'est une première pour un ancien président de la République. Que pensez-vous de ce jugement ? Écoutez, moi je suis très préoccupé de ce jugement et de ce qu'il traduit. On parle beaucoup aujourd'hui sur la scène européenne de la question de l'état de droit, et je crois que nous avons probablement des questions à nous poser sur la manière dont l'état de droit fonctionne en France aujourd'hui. Je ne dirais pas cela de n'importe quel jugement concernant un responsable politique de droite ou bien Nicolas Sarkozy. Je parle ici de ce jugement pour avoir suivi, grâce à vos confrères qui ont écouté l'audience, les débats qui s'y sont tenus. Il apparaît qu'au terme de ces débats, l'accusation est en réalité extrêmement fragile. La vérité, c'est qu'on reproche à Nicolas Sarkozy un coup de pouce qu'il n'a pas donné au bénéfice d'un candidat qui n'a pas candidaté en échange d'un service qu'il n'a pas reçu. Et tout cela a été démontré. Le fait que ce coup de pouce ait été envisagé dans une conversation téléphonique entre un client et son avocat, qui est aujourd'hui la seule matière qui fonde ce jugement, est la matière de cette condamnation extrêmement grave. Et je crois que nous avons ici l'occasion d'un soupçon envers la justice qui est une très mauvaise nouvelle pour notre vie politique. Aujourd'hui, je le vois très bien, malheureusement, le travail de l'exécutif est très souvent discrédité, la parole des parlementaires est très souvent discréditée. Nous n'avons rien à gagner au fait que les Français puissent regarder la justice comme étant elle aussi instrumentalisée ou instrumentalisable au service d'une stratégie politique. Je crois que c'est grave, et c'est d'autant plus grave, encore une fois, que nous vivons cette montée de la défiance. Moi, je ne crois pas qu'il faille entrer dans une sorte de hallali contre le gouvernement des juges, dans cette espèce de spirale démagogique qui consiste à mettre en accusation la justice, mais il faut que la justice, dans ce cas, soit incontestable. Et ici, elle ne l'est pas. Bellamy, il y aura un appel. Ce sont des juges indépendants qui ont rendu leur décision hier. On est donc dans un système, dans un état de droit normal. J'espère qu'ils sont indépendants. J'espère qu'ils le sont. J'espère qu'ils sont indépendants de toute pression politique. J'espère qu'ils sont indépendants de toute stratégie politique. J'espère qu'ils sont indépendants, y compris des pressions qui peuvent s'exercer de l'intérieur de l'appareil judiciaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet avec le parquet national financier, où des pressions ont été évoquées. Hier qui a rendu son verdict. Bien sûr, mais qui n'est pas indépendant justement de tous les actes d'enquête qui ont été opérés par le parquet national financier au préalable. Nous ne sommes pas, là encore, sans ignorer que ce jugement est le résultat d'une procédure hautement discutable, y compris du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on s'est servi, encore une fois, d'écoute. D'abord d'écoute. On parle ici d'écoute à filet dérivant, c'est-à-dire qu'on a écouté pendant des mois, 24 heures sur 24, une personnalité avec l'idée de trouver la preuve d'une infraction qui n'a pas été établie dans une affaire pour laquelle il a été relaxé, et cela a donné l'occasion d'ouvrir une autre enquête pour une autre infraction supposée. Tout cela est encore une fois hautement discutable, tout cela est même contraire à des arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, et je le redis, il y a là des conséquences qui doivent toucher tous les Français. Quoi qu'on pense de Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense de sa politique passée, de sa personnalité, il y a quelque chose qui doit tous nous inquiéter. Maître Henri Leclerc, qui n'est pas spécifiquement un avocat de droite, qui est même engagé à gauche, est venu témoigner à l'audience en disant la gravité de ce qui était en train de se jouer lorsque des avocats pénalistes sont maintenant obligés de dire à leurs clients « Nous ne pouvons pas parler par téléphone, je ne sais pas si je suis écouté ». C'est quand même des questions qu'en démocratie, on ne devrait pas avoir à se poser. Et encore une fois, je crois qu'il est important. Le jugement d'hier est un jugement politique. Le jugement d'hier, en tous les cas, il paraît vraiment, je le dis sans être un spécialiste de la justice, je le dis sans prétendre exercer une influence sur le processus judiciaire, mais comme un citoyen, et comme un citoyen français qui a non seulement le droit, mais le devoir de s'intéresser à la manière dont la justice est rendue en son nom. On nous dit, il ne faut pas commenter des décisions de justice, mais je ne vois pas d'où vient cette injonction. Il est nécessaire de commenter des décisions de justice. On commente les actes du pouvoir législatif, on commente les actes du pouvoir exécutif, on a aussi le droit et le devoir de s'inquiéter de la manière dont est rendue la justice. Elle est rendue en notre
notre nom. Or, comme un citoyen qui a suivi ces débats, je m'inquiète d'une décision qui semble, encore une fois, si peu fondée, si mal fondée, avec des conséquences aussi graves. Sur le plan politique, si on élargit un petit peu, quelles conséquences ça va avoir, selon vous, pour la présidentielle? Est-ce que ça ternit pas, quelque part, un peu l'image des Républicains? C'est évidemment que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Ça aura des conséquences. Je ne sais pas si ça va ternir l'image des Républicains. D'une certaine manière, ça n'est même pas ce qui est le plus grave dans cette affaire. Le plus grave, encore une fois, c'est peut-être que ça finisse par ternir l'image de la justice elle-même. Et moi, c'est ça qui me préoccupe le plus. On a eu cette interférence incroyable d'un calendrier judiciaire dont l'accélération était totalement inédite au moment de l'affaire Fillon en 2017, pendant l'élection présidentielle. On a maintenant de nouveau une entrée avec fracas de la justice dans un moment politique très singulier pour la France qui est la préparation de la prochaine élection présidentielle. Ce serait, encore une fois, nécessaire et légitime si la décision était vraiment mûrie, fondée, incontestable, indiscutable. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'est pas. Et moi, c'est ça qui, encore une fois, m'inquiète profondément. Je ne veux pas rentrer dans une situation dans laquelle on assisterait à une sorte de guerre de la défiance entre le politique et le judiciaire, parce que personne n'a rien à gagner à cette situation. Et je crois qu'il est absolument fondamental de ce fait qu'au moins nous puissions reconnaître que l'appel, vous l'avez dit, qui a été prononcé, est évidemment suspensif, que l'appel par définition invalide le jugement de première instance en attente d'un nouveau jugement et que par conséquent la présomption d'innocence doit être pleinement reconnue à Nicolas Sarkozy et aux autres prévenus. De ce point de vue-là, cela permet au moins, je crois, si nous respectons ces principes, d'aborder l'élection présidentielle avec plus de transparence et de liberté. On va parler d'un autre sujet, François-Xavier Bellamy. Vous avez été chargé en février 2020 d'une mission sur l'identité politique de la droite européenne, sur son avenir. Vous allez rendre public aujourd'hui vos travaux. Quelles sont vos conclusions ? Nous avons mené ce travail parce que, au fond, la droite en Europe rencontre des difficultés fortes, comme celles que la droite connaît aujourd'hui en France, de vraies difficultés stratégiques. Nous avons eu, il y a maintenant un peu plus d'un an, une conversation de fond avec tous les chefs de délégation nationale de notre groupe au Parlement européen sur la question de l'identité politique de la droite. Et au fond, il est apparu que nous avions besoin de faire ce travail de fond. Et le groupe, le président de notre groupe, puis le groupe m'ont confié la mission de travailler à réécrire un texte fondateur pour notre famille politique en Europe. Et je me suis attelé à cette tâche avec des collègues, des élus de plusieurs pays européens. Ça a été un travail passionnant, un travail de fond. Ce qui en ressort, et moi, ma conviction profonde, c'est que la droite ne gagne rien à renier ce qu'elle doit être et qu'elle ne retrouvera la confiance des électeurs que si elle est à la fois fidèle à sa tradition politique, à sa tradition intellectuelle. Je suis professeur de philosophie, j'ai aussi abordé cette question avec, au fond, ce qu'on pourrait appeler une philosophie politique de ce qui fait l'identité de la droite, mais avec en même temps de l'imagination, de la créativité pour proposer des solutions à la société de demain. Et c'est le résultat de ce travail qui fait une vingtaine de pages que nous avons longuement mûri, qui a été approuvé par notre groupe parlementaire et qui va être présenté effectivement aujourd'hui à tous les partis politiques de droite européenne. Quelles sont les grandes lignes de votre réflexion ? Au fond, nous avons voulu construire notre travail sur l'idée de la transmission. Ce qui définit la droite, c'est peut-être le fait qu'elle a le sens du temps long, c'est la nécessité d'une forme de prudence devant les grands équilibres qui font que le monde est vivable, que le monde est habitable. Évidemment, les grands équilibres de la nature, et de ce point de vue-là, la droite doit se préoccuper d'écologie, elle doit être pionnière sur ces questions, mais aussi ces équilibres culturels qui font la clé de la paix civile dans une société. Je crois que de ce point de vue-là, il est fondamental que la droite soit le parti qui, en Europe, défendra par exemple une politique éducative ambitieuse, une politique migratoire assez ferme pour nous permettre de relever le défi de l'intégration, ce défi qui est partout présent en Europe. Si nous voulons lutter contre le séparatisme, eh bien nous devons nous préoccuper de cet équilibre culturel dans nos sociétés, de lutter contre cette insécurité culturelle qui pointe aujourd'hui en Europe et qui menace de diviser, de déchirer profondément les sociétés occidentales. Ce sont des défis majeurs. On a parfois parlé de conservatisme. Ce terme, je l'ai bien souvent répété, me paraît insuffisant pour qualifier la difficulté que nous avons à relever. Il ne s'agit pas seulement de conserver, il s'agit d'une certaine manière de sauver ce qui doit l'être pour pouvoir le transmettre aux générations qui viennent dans un contexte de crise globale. Et c'est dans ce contexte-là que notre réflexion s'inscrivait. Alors l'Union européenne, c'est très concret, notamment pour les frontaliers de Moselle aujourd'hui. S'ils veulent rentrer en Allemagne, ils auront besoin d'un test PCR. C'est une décision quasiment unilatérale de l'Allemagne.
Comment on en est arrivé là? Vous êtes député européen. On en est arrivé là parce que l'Europe a eu du mal à faire face à la crise sanitaire d'une manière ordonnée, d'une manière unie. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut que regretter cette décision de l'Allemagne. Nous le partageons aussi au Parlement européen. Je crois qu'il est fondamental évidemment de faire face à cette crise sanitaire avec la prudence et les règles qu'elle impose. En même temps, il est fondamental aussi que nos sociétés puissent continuer de vivre, de travailler. Vous l'avez dit, beaucoup de travailleurs frontaliers aujourd'hui sont empêchés d'une certaine manière de pratiquer normalement leur activité professionnelle par ces mesures qui s'imposent de manière unilatérale. Et je crois que de ce point de vue, comme sur le reste des mesures sanitaires que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, il me semble que nous n'avons pas réussi à trouver le bon équilibre, c'est clair, entre la réponse sur le front sanitaire et la nécessité que la société puisse continuer à vivre et que les gens puissent continuer à travailler. Est-ce que c'est pas quand même un coup de canif dans la relation, dans la confiance franco-allemande, cette décision ? C'est, encore une fois, c'est le signe d'une difficulté, c'est évident, de l'Union européenne à créer une réponse qui soit équilibrée et qui soit l'occasion de règles communes. On a aujourd'hui un espace Schengen qui ne fonctionne plus parce que, au fond, les pays européens prennent chacun leurs décisions de manière assez unilatérale. C'est pas seulement l'Allemagne, hein. Moi, je suis député européen, je vais très régulièrement à Bruxelles. La Belgique n'a cessé ces derniers mois d'imposer des règles toujours imprévisible, toujours changeante, et ça rend très compliqué effectivement le travail de ceux qui, pour leur activité professionnelle, ont besoin de passer les frontières. Nous continuons de défendre le fait que les États membres doivent garder la souveraineté dans la maîtrise de leurs frontières, c'est clair. Je crois que notamment sur la question migratoire, il n'y a aucune raison que nous retirions définitivement aux États membres la possibilité de maîtriser leurs frontières, et dans cette crise, cela est apparu de manière très claire, mais il faudrait que ça se fasse de manière coordonnée, concertée, et je le répète, je l'ai dit depuis des mois, mais au fond, il faudrait qu'on arrive à se donner, y compris sur le plan français, des indicateurs clairs pour fonder des décisions qui soient ensuite, du coup, assez cohérentes pour pouvoir être appliquées de manière simple et proportionnée encore. Alors, justement, l'Union européenne envisage de mettre en place un passeport vaccinal. Je suis vacciné, je peux voyager. Vous y êtes favorable? Il y a des États qui le sont, il y a des États qui ne le sont pas. Alors à ce stade, il ne s'agit pas d'un passeport vaccinal, mais il s'agit d'un certificat de vaccination. Je pense qu'il est évidemment positif que nous puissions avoir un document unifié pour certifier de la vaccination. Ça, pour le coup, ça ne me paraît pas du tout un problème. L'idée d'un passeport vaccinal, pour le coup, me paraît beaucoup plus difficile parce qu'un passeport vaccinal, ça induit le fait que certaines activités, certains lieux seraient interdits à des gens qui n'ont pas été vaccinés, ce qui évidemment revient d'abord sur la liberté de déterminer ses propres choix à partir aussi de son parcours. Certaines personnes sont plus ou moins sensibles à certains effets secondaires ou peuvent être vulnérables. Donc il n'y a pas de raison d'imposer la même règle à tous d'une manière unilatérale. Puis le deuxième aspect qui est évidemment très problématique, c'est que dans un pays comme la France, nous sommes très à la traîne sur la stratégie vaccinale. Vous avez tout simplement beaucoup de gens qui n'ont pas pu être vaccinés. Et donc l'idée qu'on va en même temps imposer un passeport vaccinal qui va conditionner votre possibilité d'accéder à certains biens, certains services, certains lieux, cette idée-là me paraît profondément difficile. La position de la France de dire que c'est prématuré pour le moment ce débat, mais est-ce que vous pensez qu'on va forcément y venir au niveau français et au niveau européen? Non, je ne le crois pas. Le principe d'un vaccin, c'est que à partir du moment où un certain nombre de la population est vaccinée, ça produit une forme d'immunité collective. Le sujet n'est pas seulement l'immunité individuelle. Ce serait d'autant plus absurde qu'à ce stade, il n'est pas du tout prouvé que le vaccin évite d'être contagieux. Vous pouvez être vacciné et être pourtant porteur du virus et contaminer quelqu'un. Donc l'idée d'un passeport vaccinal, l'idée que, au fond, vous avez votre petit papier et vous ne pouvez plus contaminer personne, donc vous pouvez faire ce que vous voulez et aller partout, cette idée-là n'a littéralement aucun sens. Donc vous y opposerez? Bien sûr, oui, tout à fait. Si le vaccin a un sens, c'est celui de construire une forme d'immunité de groupe. Et dans ce cas-là, effectivement, ce qui compte, ce n'est pas le passeport individuel. Ce qui compte, c'est l'effet collectif. Comment vous comprenez qu'aux États-Unis, dès mardi, le vaccin Johnson & Johnson, qu'un nouveau vaccin qui vient d'être homologué, sera distribué massivement, et qu'en France, ça a été annoncé par le gouvernement, il faudra attendre au moins la fin mars. Vous êtes à la commission industrie, hein, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est trop prudent peut-être dans nos homologations?
D'abord, c'est une bonne chose d'être prudent. Le problème n'est pas qu'on soit trop prudent. Le problème, c'est qu'on soit trop lent. Le problème, c'est que nous n'avons pas les outils dont disposent les États-Unis en matière, par exemple, de politique industrielle. Au-delà de la question du vaccin, c'est intéressant de regarder comment se structurent nos politiques industrielles. En Europe, la politique industrielle a été, cette expression même, a été un gros mot pendant très longtemps. Parce que ce qui comptait, c'était la concurrence libre et non faussée. Ce qui comptait, c'était de ce fait que les États se retirent de toute stratégie industrielle et laissent faire le marché. Aux États-Unis, qui sont évidemment un pays plutôt libéral, ça n'a pas empêché que l'État, dans certains secteurs stratégiques, se dote d'outils qui sont extrêmement structurés. Je pense par exemple au BARDA américain, qui est une structure qui permet d'homologuer rapidement des médicaments, qui permet de se donner des stratégies fortes en matière d'industrie pharmaceutique. On sait très bien que dans certaines industries sensibles, la pharmacie en fait partie, on peut penser à la question de la défense, on peut penser à d'autres industries qui sont stratégiques. Il faut avoir une politique affirmée et aujourd'hui nous en manquons en France. Et il faut bien reconnaître que malheureusement le président de la République lui-même est l'un de ceux qui a été le plus loin dans cet abandon d'une politique industrielle en cédant, lorsqu'il était ministre de l'économie et même depuis qu'il est à l'Élysée, des secteurs industriels absolument stratégiques à des acteurs étrangers et notamment à des acteurs américains. Et je crois qu'il est temps de sortir de cette naïveté, c'est une urgence et c'est la raison pour laquelle nous travaillons au Parlement européen à changer de paradigme. Naïveté de la part de qui? Il y a encore de la naïveté d'Emmanuel Macron parce qu'il est plutôt sur une position de retour à une souveraineté nationale, de retour à une souveraineté européenne. Dans les mots, mais où sont les faits? Dans les faits, par exemple, la naïveté, c'est le fait qu'une entreprise comme Photonis, qui fabrique des outils de vision nocturne qui sont aujourd'hui décisifs pour nos forces armées, pourrait être cédée avec l'aval de l'Élysée à un acteur étranger. Ça veut dire que nous perdrions un outil décisif pour pouvoir garantir que nos forces armées demain iront en opération avec des matériels qui sont propres à notre pays, ou bien même tout simplement à l'Union européenne. Quand les forces armées françaises sont parties au Mali, elles n'ont pas pu utiliser certains de leurs moyens parce que dans ces moyens, il y avait des composants américains et que la loi américaine impose qu'on demande l'autorisation aux États-Unis d'Amérique lorsqu'on veut engager ces moyens qu'on a pourtant acquis, qu'on a achetés. Donc il a fallu envoyer des documents aux Américains pour leur demander leur autorisation sous 2 mois. Évidemment, quand vous lancez une opération militaire, vous n'avez pas la latitude de mener ce type de travail. Donc il faut qu'on puisse reconstruire une autonomie stratégique européenne. Et je suis obligé de constater que ça se fait contre le logiciel qui était celui du président de la République, qui, il faut quand même s'en souvenir, faisait sa campagne présidentielle en déclarant que le protectionnisme, c'est la guerre. L'idée qu'il faut protéger notre industrie était perçue par Emmanuel Macron, le libéral autoproclamé, à mon avis plutôt le naïf, comme une forme de danger pour l'équilibre mondial. François-Xavier Bellamy, justement, dans cette période, il n'y a pas de vaccin 100% européen. Bon, il y a des Britanniques en ont un, mais le Premier ministre hongrois, lui, a décidé de se faire vacciner par un vaccin chinois. Les Slovaques ont choisi de commander du vaccin russe. Est-ce que finalement, nous Français, on a tort de tourner le dos à ces vaccins qui ne viennent pas, qui viennent de Russie ou de Chine, par exemple? Encore une fois, la première question à se poser, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas de vaccin européen? Aujourd'hui, on le voit très bien, la stratégie vaccinale dans le monde est devenue une occasion de diplomatie d'influence absolument redoutable. Vous avez raison de parler de la Chine, c'est un sujet majeur. La Chine est en train littéralement d'acheter des positions partout dans le monde en vendant son vaccin à bas prix. Je pense notamment à l'Afrique, avec beaucoup de pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. La Chine négocie le vaccin contre sa prise de participation dans des ports, dans des infrastructures portuaires pour développer son maillage à travers les routes de la soie et étendre son réseau. Il se passe à travers la question du vaccin une transformation, un basculement de l'équilibre géopolitique et nous ne sommes pas à la hauteur de ce rendez-vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le vaccin, c'est une arme diplomatique pour vous? Le vaccin une arme diplomatique est objectivement devenu une arme diplomatique. Alors, nous avons perdu cette bataille, c'est un fait. La question, c'est comment gagnerons-nous les batailles de demain? Comment nous donner les moyens de reconstruire notre autonomie stratégique? Et là encore, on reparlait de cette question de l'industrie pharmaceutique. Sur la question de la Chine, il m'arrive d'avoir des points d'accord avec le gouvernement hongrois, notamment sur les questions migratoires qui ont été un grand débat européen
européen, et je pense que sur ces questions-là, le gouvernement de Viktor Orban a défendu une position ferme qui est aujourd'hui partagée par notre famille politique. Cela étant dit, je crois qu'il y a de la part, sur ce point précis, de la part de la Hongrie, une forme, là encore, de naïveté à l'égard de la stratégie chinoise. Moi, je regrette aujourd'hui que on puisse fermer les yeux sur ce qui est en train de se jouer dans l'entrisme de la Chine. C'est le cas à travers les vaccins, c'est le cas aussi à travers, par exemple, cet accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine, que pour ma part, je regarde avec énormément de scepticisme et d'inquiétude, parce que je crois que là encore, nous faisons preuve de naïveté quand il faudrait au contraire se ressaisir et se donner les moyens d'une réponse qui soit plus offensive et plus stratégique. On va terminer sur un autre sujet, François-Xavier Bellamy, c'est ces violences qui se multiplient. On a vu ce photojournaliste qui a été agressé à Reims, qui se trouve entre la vie et la mort. On a vu Cérix dans l'Essonne la semaine dernière. Ce jeune qui a été tué par balle à Bondy, qu'est-ce que ça dit de notre société pour vous ? Est-ce que ça dit, si vous voulez, ça n'est pas une collection de faits divers, comme le disait Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro récemment, ce sont des faits de civilisation. Et c'est le signe que quelque chose est en train de s'effondrer de ce qui fait notre lien les uns aux autres dans une forme de civilité partagée. La violence qui a marqué ces faits a ceci de très particulier qu'elle est très souvent gratuite. C'est une violence absurde, anomique. Dans le cas du jeune Yuri qui a été passé à tabac sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement et dont le cas avait ému la France entière, dans le cas de ces jeunes qui se sont affrontés tout récemment, dans le cas de ces 2 jeunes mineurs qui ont été tués tout récemment, il n'y a pas d'histoire de drogue, il n'y a pas de somme d'argent en jeu, il n'y a qu'une violence entre bandes, une violence gratuite et stupide. Et moi, je ne peux pas ne pas y voir comme professeur le résultat de la faillite de notre éducation nationale, d'une crise éducative très profonde. Je l'avais dit dès Les Déshérités, le livre que j'ai publié en 2014, je ne veux pas le citer pour faire de la promotion, mais simplement pour dire qu'au fond, c'est le point de départ de mon engagement. En 2014, quand j'ai commencé en 2009 ma première rentrée dans un lycée de zone urbaine sensible, un jeune a été tué devant la porte du lycée à coups de tournevis 15 jours après la rentrée. Et je vois dans cette mort, au pied d'un lycée, le signe de l'échec de l'école, là où la culture n'est plus transmise. Il ne faut pas s'étonner de voir ressurgir le contraire de la culture, c'est-à-dire une forme de barbarie. Souvent, dans votre famille politique, c'est la réponse pénale qui est mise en avant, ou la répression. Vous êtes un peu une voix isolée, au fond, chez les Républicains, sur cette question de l'éducation. Non, je ne crois pas. D'abord, il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'il y a évidemment le psychiatre Maurice Berger, qui est un spécialiste de la psychologie des jeunes, l'a dit mieux que moi. La réponse pénale fait partie de la dimension pédagogique. Il faut que pour toute atteinte au bien, pour toute atteinte aux personnes, il y ait systématiquement une sanction. Parce que si ça n'est pas le cas, alors cela crée un sentiment d'impunité qui produit de fait cette violence désinhibée. Donc il ne faut pas opposer un système pénal efficace, et de ce point de vue-là, il faut donner à la justice les moyens de faire son travail de manière rapide, de faire son travail en particulier en matière de justice des mineurs, d'une manière qui soit transparente et qui soit du coup véritablement éducative. Mais bien sûr, il y a aussi en amont le signe dans cette violence d'une faillite de l'éducation, parce que je ne dis pas que quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est cultivé ne peut pas faire de mal. Les gens les plus cultivés du monde ont parfois été des salauds, et les peuples les plus cultivés du monde ont parfois été barbares. Ce que je dis, ça n'est pas que la culture empêche toujours l'homme d'être inhumain, mais que l'inculture empêche toujours les hommes d'être complètement humains. Et ce qui se joue dans cette violence gratuite que nous voyons monter aujourd'hui, c'est la pauvreté du langage, c'est la pauvreté des relations humaines créées par cet effondrement de la culture, c'est le fait que lorsque les cadres n'existent plus, les cadres éthiques et moraux fondamentaux, lorsqu'ils n'ont pas été posés par l'éducation, et il y a quelque chose qui évidemment doit interroger les familles aussi, et notre rapport aux familles, lorsque tout cela n'est pas stabilisé, alors nous ne pouvons pas, encore une fois, éviter que la violence soit partout. Évidemment, la réponse pénale est importante, mais on ne mettra pas un policier derrière l'épaule de chaque Français. Et donc, ce qui a été raté dans l'éducation sera très difficile à rattraper par le système pénal, par le système judiciaire. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter une société de surveillance généralisée. On ne peut que souhaiter que l'éducation cultive en nous le désir d'une vie civile, d'une vie dans la civilité, qui est fondamentalement la condition de toute vie en société.
Et merci beaucoup. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité ce matin. Merci Marcelo. On regarde la une du Parisien aujourd'hui en France. 2 titres. Nicolas Sarkozy, le coup dur. Et puis Covid-19. Macron, cette phrase, il faut tenir encore 4 à 6 semaines. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. On peut de suite au Club. Merci à vous. La Mutuelle Nationale Territoriale.